Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité est Xavier Hamon, président de l'UDEAC Communauté Bretagne Centre, maire de Le Quilliot. Il est venu jusqu'au micro de Bretagne 5 matin pour être en direct. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, je précise d'emblée, il y a beaucoup de Hamon sur l'antenne de Bretagne 5, mais alors ils n'ont aucun lien de parenté. Voilà, ça je le précise pour nos auditeurs qui pourraient peut-être s'interroger. Non, il n'y a pas une hégémonie quand même. Xavier Hamon, c'est la première fois que vous venez à Bretagne 5. On va parler des territoires. Je sais que vous êtes aussi engagé auprès de l'AMF, l'Association des maires de France. On va donc parler des territoires, et particulièrement de ce territoire de Bretagne centrale, qui longtemps a été un territoire un peu, alors vous me corrigez si le terme est un peu fort, délaissé, ou en tout cas, c'était pas forcément le territoire le plus attractif. Or aujourd'hui, on a le sentiment que quelque chose se passe. Alors j'évoquerai pas forcément le terme délaissé, je dirais peut-être un manque de reconnaissance en tant que tel de l'extérieur, vu en tout cas par les gens n'habitant pas ce territoire. Mais on a la chance d'avoir une Bretagne intérieure qui est extrêmement dynamique, très attractive et riche d'un patrimoine naturel et bâti relativement fort. Alors justement, ce territoire de Bretagne centrale, aujourd'hui, il attire. Alors on va parler de beaucoup de sujets ce matin, parce que tous ces sujets concernent les territoires. Et il y en a un aujourd'hui qui fait un grand débat et qui arrive sur le devant de la scène et de la presse, c'est le logement. Aujourd'hui, beaucoup de gens décident de quitter la ville, les métropoles, parce que voilà, la vie est un peu compliquée, et puis peut-être d'avoir un autre rapport à la nature et à l'environnement, et surtout peut-être se retrouver dans des villages plus petits, avec ce côté humain. Alors ça amène beaucoup de monde en Centre-Bretagne, et ça pose ce problème du logement. Comment loger tout le monde? Tout à fait. Alors c'est un problème qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. On l'a déjà vécu par le passé, nous, il y a à peu près une dizaine d'années. Également en lien avec le développement économique, une problématique de logement pour accueillir les salariés. Donc on avait, dès 2008, donc vous voyez, ça fait déjà 14 ans, travaillé sur la compétence aide à la pierre pour favoriser la production de logements social, mais également accompagner, je dirais, les propriétaires présents à rénover le logement. Et puis là, depuis déjà un peu amorcé avant la crise Covid, mais la crise Covid est vraiment venue accélérer, je dirais, cette reconquête, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, du milieu rural. Et si on prend un territoire comme celui de Bretagne Centre, quasiment toutes ces communes n'y échappent pas. Il n'y a quasiment plus de maisons à vendre. Lorsqu'il y a eu des lentissements de construits, les lots sont partis relativement rapidement. Bien entendu, vous l'avez dit, par l'attractivité du centre Bretagne et une desserte de notre territoire avec la RN 164 qui est en fin de doublement et la RD 700 qui font que l'axe Triskel est un vecteur de mobilité relativement favorisant. Alors voilà, cette fameuse RN qu'on a attendue longtemps à double voie, c'était un peu compliqué de circuler en Centre-Bretagne, mais voilà, aujourd'hui, il y a cette ouverture de Centre-Bretagne, il y a effectivement ce problème de logement, mais alors aujourd'hui, comment accueillir si aussi on ne peut pas forcément construire des logements sur des terres agricoles? Il y a ce côté foncier aussi qui entre en ligne de compte. Alors la question du foncier, pareil, j'ai la chance d'avoir eu des prédécesseurs, en tout cas président de l'UDEAC Communauté, mais également de la Sidérale auparavant sur le pays de l'UDEAC, qui avaient été très avant-gardistes et qui avaient anticipé ces questions foncières en faisant de très très grosses réserves en tant que telles, parce que nous sommes sur un tissu économique purement agro, alors agriculture, agroalimentaire. Donc prendre du foncier à nos agriculteurs, c'est à la rigueur aussi pénaliser notre développement agroalimentaire pour notamment la production de matières. Donc on a eu cette chance d'avoir ces réserves foncières qui nous permettent de faire du développement à la fois économique, et quand on achète des terres, nos agriculteurs, on les compense. En tout cas, on essaie de compenser au maximum. Et également sur la question des lotissements, quand on doit en faire. Par contre, depuis un peu plus d'un an, on suit de très près la loi climat et résilience d'août 2021, avec notamment pour objectif en 2050 le zéro artificialisation nette, ce qui voudra dire un petit peu reconstruire la ville sur la ville. Moi qui suis maire du Quilliot, notamment avec classé au patrimoine, je vois mal comment démolir des maisons au caractère riche pour reconstruire des maisons beaucoup plus modernes. Voilà, je ne pense pas que ça passe. Vous n'avez pas monté des tours ce ne sera pas possible. Voilà. Non. Alors il va falloir là aussi faire preuve d'ingéniosité, d'innovation. Donc là aussi c'est le travail de l'élu de terrain, parce qu'on reçoit ici beaucoup d'élus au micro de Bretagne 5. On dit toujours, alors vous allez me démentir ou pas, que souvent en Centre-Bretagne, les élus ne sont pas tout à fait comme ailleurs en Bretagne. Est-ce que c'est vrai ?
Alors on essaye d'anticiper au maximum, d'être ingénieux, d'aller chercher justement les stratégies ou en tout cas les idées qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour gagner en attractivité, pour gagner en dynamisme. Et bon, sans être prétentieux, je pense que pour l'instant ça fonctionne plus ou moins bien, même bien, très bien, puisque au niveau économique, on a une dynamique qui est extraordinaire. Des entreprises qui s'implantent, oui. Le centre Bretagne devient attractif aussi au niveau économique. On s'en est aperçu. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui commencent à y venir parce qu'on disait que le centre Bretagne vieillissait. Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui ou pas? Je pense qu'on n'échappe pas au vieillissement de notre département des Côtes-d'Armor, qui est quand même le département le plus vieillissant de Bretagne. Par contre, on a été un des territoires qui a continué à avoir une natalité quasiment stable avant de reconnaître, je dirais, cette chute de naissance comme sur le reste du territoire, mais avec des Côtes-Armoricains, pardon, mais avec au moins 2-3 ans de décalage. Donc autant vous dire qu'on a aussi une vitalité à ce niveau-là. L'Oudéac Communauté est un grand territoire, 41 communes, j'ai tendance à dire c'est 10 fois la taille de Paris en superficie. Donc sur la partie est de notre territoire, on bénéficie aussi de la 3e couronne rennaise, avec beaucoup d'attraits de jeunes couples qui viennent s'installer, donc des naissances, donc un rajeunissement de notre population. Voilà, rajeunissement, ça veut dire aussi une population qui va devenir ado, puis adulte, et puis qui va avoir des besoins, qui va consommer aussi. Ça crée une dynamique de territoire, mais ça suppose aussi des infrastructures, des investissements. Alors aujourd'hui, on est en période de crise, ça n'aura échappé à personne. Comment passer ce coup de vent de la crise dont on ne sait pas combien de temps elle va durer et à quelle intensité elle va se porter. Comment faire pour des élus comme vous, Xavier Hamon, ou d'autres bien entendu, pour essayer de minimiser l'impact sur les populations, sur les territoires? Alors dans les effets de la crise, il pourrait y en avoir deux. À mon sens, la question de la fiscalité, fiscalité des entreprises, moi je ne le cache pas, territoire extrêmement dynamique, qu'on accompagne aussi avec des subventions qu'on souhaite apporter à nos chefs d'entreprise, à celles et ceux qui veulent s'installer, agrandir leurs activités, ce qui nous permet de récupérer cette fiscalité. Notre territoire, pendant la crise Covid, n'a pas... faut que je sois vigilant dans mes propos, mais on n'a pas connu, je dirais, une crise aussi forte que d'autres territoires, notamment on a mieux résisté, notamment lié à notre agroalimentaire. Bien entendu, certaines catégories, je pense café, hôtel, restaurant, la vente, eux ont été pénalisés. Néanmoins, cette fiscalité-là, on a cette chance, on est encore sur des bases dynamiques et qui nous apportent de la richesse. Donc on a ces recettes qui sont présentes. Par contre, la question la plus délicate que l'on rencontre aussi depuis ce contexte géopolitique assez compliqué, c'est la question de l'énergie. Et là-dessus, oui, on n'y échappe pas, que ce soit en tant que maire dans nos communes, que ce soit en tant que président de PCI, on doit être extrêmement vigilant sur ces coûts de l'électricité, le coût du gaz, le coût des carburants, le coût des matériaux aussi dans les investissements. Donc voilà, ça peut être relativement pénalisant et on est forcé et contraint de faire des choix. Alors on entend dans la presse, on lit dans la presse parfois ces commerces qui ferment. Alors on sait qu'en Bretagne centrale, il y a eu un énorme effort de fait pour conserver le commerce de proximité, pour pas que les bourgs soient délaissés par exemple. Alors on lit dans la presse ce boulanger qui ferme sa boutique, c'est à Armentières dans le Nord, qui ferme sa boulangerie parce qu'il ne peut plus faire face. Est-ce que vous craignez que ça puisse se passer dans des communes comme le Quillot par exemple ou plus largement au niveau de la communauté? Oui, c'est un contexte extrêmement fragile. Moi-même, j'ai un dernier commerce sur ma commune qui fait bar, restaurant, épicerie, dépôt de pain. On sait que c'est fragile. On en appelle souvent dans nos communes, 600 habitants, à ce que chacun aussi joue le jeu. Les gens l'ont fait. Je dirais pendant la période Covid, mais on s'aperçoit que dans certains cas, cet effort qui a eu lieu pendant quelques mois peut disparaître au profit d'une autre consommation qui est revenue avant celle du Covid. Donc là-dessus, moi j'appelle à la prudence et aussi à la solidarité des habitants quand on a ce type de commerce. Et là aussi, l'intercommunauté vient aider. Sur ces commerces, dès qu'elle le peut. On a d'ailleurs mis, nous, à l'époque, un fonds de résistance, au même titre que la région, mais nous, l'Interco avait levé un fonds avec ses communes d'un peu plus d'1 million d'euros pour aider localement ces petits commerces, sans que le mot petit soit péjoratif et mal interprété. Et derrière, c'est aussi une structure économique, un pôle économique au sein de notre Interco qui est là pour les accompagner sur les questions d'investissement par le biais d'aide, sur les questions aussi d'évolution, d'emploi,
Donc on essaye d'être à leur côté pour que ça se passe au mieux et d'éviter malheureusement des difficultés. Alors les difficultés financières, c'est aussi justement lever des fonds. Alors on sait qu'aujourd'hui il y a une forte demande de décentralisation. Alors on lâche même le mot autonomie ici en Bretagne. Alors voilà, ça fait plus peur aujourd'hui comme il y a quelques années. Là on met bien la frontière entre l'indépendance et l'autonomie. Mais une meilleure en tout cas autonomie, une meilleure gestion. Alors la région le réclame, mais on voit aussi que les EPCI, les communautés d'agglomération de communes, aujourd'hui c'est un peu l'échelon le plus proche après le maire, l'échelon le plus proche pour les citoyens, pour les habitants. Est-ce que les EPCI, justement, sont amenés dans les années qui viennent à peser plus et avoir plus de responsabilités? Mais est-ce que là aussi, il faudra demander un peu plus d'argent au gouvernement? Alors sur cette question, c'est une question extrêmement importante, c'est-à-dire que j'ai tendance à le dire régulièrement, dès en se levant le matin, l'intercommunalité est présente au même titre que le maire et son conseil municipal. Au fil des années, les intercos datent de 92, donc j'avais 12 ans, donc pour vous le dire, donc bon, ça remonte à un certain... Âgé, voilà. Je m'en souviens. ça permet de... Voilà. Au fil du temps, les intercos ou les EPCI, puisqu'il y a différentes formes, ont pris un grand nombre de compétences, soit compétences obligatoires, par la loi, ou autrement compétences que les communes ont souhaité aussi transférer à l'intercommunauté parce qu'elles ne pouvaient pas les porter. Et moi, maire d'une petite commune, je ne peux pas forcément porter toutes ces compétences. Donc l'intercommunauté est vraiment un outil au service des communes et surtout un outil au service des habitants pour apporter des services, pour structurer un territoire, pour aménager ce territoire au regard de son attractivité. Donc à ce niveau-là, il faut que... je vais peut-être un peu choquer dans mes propos, mais l'UDEAC Communauté, nous on essaye de le gérer limite comme une entreprise. C'est-à-dire, il y a des recettes, il y a des dépenses. On est extrêmement vigilant sur cette question budgétaire. Quand on parle de dépendance, grâce aux fruits de l'histoire de notre territoire, grâce à l'économie dynamique, par exemple, on est dépendant de l'État qu'à hauteur de 13%. C'est-à-dire que les dotations de l'État pèsent que 13% dans notre financement du fonctionnement de notre intercommunauté, ce qui est extrêmement peu. Donc on essaye d'aller chercher vraiment des solutions pour être le plus autonome possible, comme vous le dites. Par contre, si on nous transfère des compétences, il nous faudra forcément des moyens supplémentaires parce que là, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, les compétences, on les voit. Par exemple, sur les déchets. Aujourd'hui, c'est rarement une commune qui collecte ses déchets comme ça se faisait jadis. Aujourd'hui, c'est l'intercommunalité. Ça implique aussi une vision pour l'environnement, parce que si on parle déchets, on parle tri des déchets. Et là aussi, ça a un coût. Alors, ça a un coût, c'est un sujet purement d'actualité sur notre territoire. C'est extrêmement compliqué, je le dis ouvertement, pour moi en tant que président, c'est le budget le plus compliqué à gérer. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a le coût de collecte des déchets, mais derrière aussi, il y a des taxes nationales qui ne cessent d'augmenter pour converger, je dirais, vers ce tri de plus en plus important qui nous est demandé avec des évolutions non négligeables. 2024, ce sont la collecte des biodéchets. 2027, c'est fini l'enfouissement et fini aussi d'exporter ces déchets en dehors de sa région. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on exporte des déchets en dehors de notre région. Donc c'est comment trouver des nouveaux moyens de collecte, des nouvelles méthodes et des nouveaux équipements pour traiter ces déchets. Et je le dis bien, malheureusement, c'est j'aurais envie de dire ce qu'on nous impose, ce qu'on nous impose a un coût et il faut qu'on arrive à tenir le plus possible ces dépenses pour que ça ne se répercute pas de trop, je dirais, sur nos concitoyens au bout de la chaîne. Et c'est extrêmement compliqué. Est-ce que, justement, j'allais dire le patron, vous parliez d'entreprise tout à l'heure, alors je dirais le président d'intercommunalité que vous êtes, Xavier Hamon, vous avez des contacts, j'imagine, avec les représentants de l'État, on pense au préfet, évidemment, mais est-ce que vous trouvez, là, c'est plus... je vais m'adresser plus au maire que vous êtes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un dialogue possible entre l'État et les petites structures, alors les mairies peut-être pas, mais en tout cas l'intercommunalité, est-ce qu'en tout cas on vous écoute? Est-ce que ce que vous faites remonter, c'est écouté ou c'est juste mis un petit peu de côté dans un dossier? Non, je pense pas. On a la chance, que ce soit en tant que maire ou président de PCI, je le dis ouvertement, d'avoir de bonnes relations avec les services de l'État. Et en l'occurrence, pour nous, c'est monsieur
monsieur le préfet ou le secrétaire général ou le sous-préfet de son arrondissement. Il y a une oreille attentive, ils font remonter aussi au niveau national. Je vais prendre un exemple type. Là, en tant que président, je n'ai cessé de me battre, par exemple, pour la reconnaissance, en tout cas salariale, sur les services d'aide à domicile et nos aides à domicile qui, eux, passent à un moment donné au travers de l'équivalent du Ségur. Ils sont un peu les oubliés. Ils ont été les oubliés, ils ont obtenu un petit peu, mais pour moi, il faudra encore plus. Et je ne cessais de le faire remonter à monsieur le préfet, qui le faisait remonter. Après, parfois, on a aussi de l'avoir de l'autre côté un peu descendant, hein, où on se doit aussi d'être dans un, je ne vais pas dire dans un cadre, mais dans une normalisation des choses. Donc, il faut aussi, c'est un jeu d'échange où il faut trouver l'équilibre. Voilà, l'échange, en tout cas, il n'y a pas d'affrontement, on l'aura bien compris. Et alors, c'est très constructif. Voilà, c'est important pour les communes et les communautés de communes ou les EPCI un peu plus grands. Xavier Hamon, il y a aussi, vous venez de le dire, cette population, je disais, qui est un peu vieillissante aussi en Centre-Bretagne. Il faut s'occuper des aînés. Alors aujourd'hui, on pense aînés, on pense EHPAD, mais on voit aussi beaucoup d'initiatives surgir pour laisser les aînés chez eux ou les regrouper pas trop loin les uns des autres pour qu'il y ait une vie sociale qui continue même dans le grand âge. Mais ça nécessite aussi l'aide à domicile. Et là, vous le disiez, il y a un problème réel. Personne ne veut plus aller travailler dans l'aide à domicile parce que c'est compliqué, parce que c'est cher, parce que c'est mal payé. Donc voilà, est-ce que là aussi une intercommunalité peut peser à ce niveau-là, peut intervenir? Alors aujourd'hui, oui, dans les Côtes-d'Armor, puisque le département des Côtes-d'Armor avait réformé un petit peu la présence de l'aide à domicile sur son territoire. L'UDEAC Communauté a souhaité adhérer à cette démarche, entreprise il y a maintenant, c'était en 2018, 4 ans. Cependant, il ne faut pas que ce soit un transfert non plus du département vers l'intercommunalité. Il ne faut pas qu'on vous refile le bébé, si vous permettez. Voilà, tout à fait. Mais c'est clairement ça. Non seulement le bébé, mais aussi les déficits qui vont avec, parce que ça a un coût pour la collectivité. Alors, je connais bien le sujet, puisque moi, je l'ai suivi et on a fusionné un certain nombre de services. Chez nous, ce sont quand même un peu plus de 180 agents qui, chaque jour, vont au chevet de 1200 bénéficiaires sur le territoire, qui permettent, je dirais, à des personnes de vivre le plus longtemps chez elles avant de rejoindre un EHPAD avec un niveau de dépendance beaucoup plus important. Notre difficulté, en tant que gestionnaire de ces services, oui, c'est l'attractivité. L'attractivité en termes de recrutement, mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas suffisamment reconnu le métier de l'aide à domicile. Trop souvent, j'ai entendu l'aide à domicile femme de ménage. Non, c'est pas vrai. Une aide à domicile, elle accompagne la personne, certes, dans son quotidien. C'est aussi de l'animation avec la personne, c'est l'emmener se déplacer. Ce n'est pas que faire du ménage. C'est un vrai métier, un métier qui doit être reconnu de manière encore plus importante. Et quand on parle de reconnaissance, ça passe aussi par la partie salariale. Donc ça, ce sont des négociations qu'on a là, par contre, EPCI ou communauté de communes avec le département. Et le département par la suite avec l'État. Mais c'est un vrai enjeu, en tout cas sur notre territoire, pour pouvoir continuer d'apporter des services de qualité et permettre à nos personnes âgées, mais aussi, je pense, à celles et ceux qui ont des handicaps, de pouvoir rester le plus longtemps à domicile. Et on le voit en plus, on l'a vu en tout cas cet été avec cette canicule, voilà le contact conservé avec les personnes âgées pour savoir si tout allait bien. Ça aussi, ça fait partie de la relation humaine. C'est la relation humaine, c'est le travail d'élus en proximité. Là, je pense au maire, mais pas que. Ça peut être l'adjointe ou l'adjoint en charge des affaires sociales. Ce sont les conseillers municipaux. Alors, vous le parlez pendant la canicule. Ça a été aussi le cas pendant la Covid, où on appelait nos aînés, savoir comment ça allait. On a pris les prises de rendez-vous pour aller se faire vacciner. Donc voilà, c'est être vraiment au chevet de nos personnes qui en ont besoin quotidiennement. Alors, on va parler de l'emploi, parce que c'est aussi le grand sujet aujourd'hui. Il y a beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus. Hein. On entend beaucoup de secteurs. Alors le bâtiment, l'agroalimentaire aussi, hein, qui a parfois du mal à recruter. C'est aussi un enjeu territorial, l'emploi. Comment, au niveau d'un EPCI, de l'UDEAC par exemple, vous arrivez à avoir une photographie, si vous me permettez le terme, de bassin d'emploi et essayer de faire en sorte que ce bassin d'emploi il se développe? Alors,
Par exemple, l'Oudiac Communauté, c'est simple, c'est 5 000 entreprises, 23 000 emplois sur le territoire aujourd'hui. Un taux de chômage légèrement inférieur aux 6%. On est dans les 3, 4 plus bas taux de chômage de Bretagne. On pourrait s'en réjouir, voilà, bon élève. Cependant, c'est aussi une problématique parce que qui dit un taux de chômage bas dit pratiquement le plein emploi et veut dire aussi derrière que l'entreprise qui a besoin de recruter rencontre des difficultés. Donc ça aussi, c'est notre rôle en tant que PCI. Comment on accompagne nos chaînes d'entreprise à recruter. Nous, ce sont des forums de l'emploi, ce sont des actions pour communiquer. On a adhéré, par exemple, au club TGV pour aller aussi pour faire la promotion de notre territoire. Alors, il n'y a pas le TGV au Quilio. Il n'y a pas le TGV au Quilio ni en Centre-Bretagne, malheureusement. Mais voilà, c'est aussi aller attirer à l'extérieur de notre région des personnes qui souhaiteraient venir s'installer sur notre territoire pour venir y travailler. Et derrière, de manière beaucoup plus générale, c'est aussi comment on vend un cadre de vie, comment on vend un territoire dynamique et donner envie aux gens de venir s'installer, même si, comme vous l'avez dit, derrière, il faut du logement. Donc voilà, donc on y travaille de manière très, très, très active parce que c'est une difficulté, personne n'y échappe et aucune catégorie socio-professionnelle y échappe non plus. Alors, vous parlez de TGV, je rebondis sur le chemin de fer, c'est aussi un grand sujet, la mobilité, les déplacements au sein des villes et des campagnes, pas forcément logées à la même enseigne. Alors il y a une ligne de chemin de fer qui passe par le centre-Bretagne, elle est souvent citée elle aussi dans la presse, cette ligne de chemin de fer entre Saint-Brieuc et Auray, dont on parle d'une possible réouverture si les investissements, ils sont très conséquents, peuvent arriver. Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée justement d'avoir le retour du train sur cet axe central ? Là, vous me posez une question un peu délicate, mais non, c'est pas un piège. Non, c'est pas un piège. On a lancé une étude avec le département des Côtes-d'Armor et Saint-Brieuc agglomération et l'Oudiac communauté pour un petit peu voir le devenir de cette ligne. Devenir de cette ligne dans un premier temps beaucoup plus touristique que je dirais mobilité quotidienne. La grosse problématique, c'est, alors, je sais pas si on peut le dire comme ça, ils vont m'en vouloir, c'est le bras de fer avec la SNCF ou en tout cas les propriétaires de la ligne. C'est en tout cas, il faut être pleinement conscient que cette ligne est dans un état déplorable. Il y a une végétation qui est en train de prendre le dessus. Donc, ce sont des coûts d'entretien ou de nettoyage dans un premier temps qui pour nous, collectivités, seraient relativement importants. Même si je sais qu'il y a un travail qui a été fait par des bénévoles et il faut les saluer et qu'on puisse le faire perdurer. L'association des chemins de fer du Centre-Bretagne, voilà, on va les citer. Tout à fait. Néanmoins, les visions qui ressortent, ce serait plus une voie, en tout cas, une voie multimodale en tant que telle, sans utiliser la ligne ferroviaire. À titre personnel, je ne suis pas contre des investissements à côté de la ligne. En tout cas, il faut qu'on puisse avoir une ligne qui reste en tant que telle, que s'il y a des travaux de fait, qui soient réversibles, parce qu'on ne connaît pas les technologies de demain. On pourrait imaginer des locomotives à l'hydrogène qui soient beaucoup plus légères, moins coûteuses en fonctionnement, et qui pourraient nous permettre aussi de garantir des mobilités quotidiennes sur du trajet domicile-travail qu'on n'a pas aujourd'hui, puisqu'on a un réseau malheureusement de transport en commun qui est relativement faible, c'est lié à l'histoire, sur notre territoire. Alors justement, ça nous amène aussi à l'environnement, qui est la grande question du moment. Là aussi, les territoires sont concernés, tous en France. Il y a eu cette prise de conscience pendant l'été, j'y reviens, avec cette canicule et aussi ces intempéries qui ont touché beaucoup de régions, y compris la Bretagne, et ces incendies aussi, qui ont touché aussi la Bretagne. Voilà, il y a une prise de conscience que le réchauffement climatique, eh bien, c'était une réalité. Comment à l'échelle des territoires, alors j'allais dire, à une petite échelle, si on compare à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, et là aussi c'est pas péjoratif, mais comment tous ces petits gestes du quotidien peuvent être mis en place, par exemple par l'Oudiac Communauté, pour essayer d'apporter sa petite contribution? Alors sur cette contribution, il y a plusieurs actions. Alors déjà, les EPCI doivent théoriquement mettre en place un plan climat, air, énergie territorial qui fixe un petit peu les objectifs de ces travaux en matière de développement durable et d'environnement. De notre côté, on a travaillé sur différents niveaux. Alors, il y a la question de l'eau que vous évoquiez. Aujourd'hui, nous ne sommes pas compétents sur la partie distribution de l'eau, mais je dirais plutôt sur le volet de la protection de l'eau. Donc on y travaille. Avec un grand déficit en eau. Avec un grand déficit en eau. Et là, j'appelle aussi l'ensemble des auditeurs à être extrêmement prudents et de préserver au maximum cette ressource en eau parce que nos capacités départementales deviennent très faibles. Donc, ce serait fort dommageable d'avoir des coupures. La préfecture a alerté d'ailleurs en disant attention. En ce sens, tout à fait. Alors, il y a le volet énergétique.
également sur la consommation énergétique. Donc c'est la promotion des énergies renouvelables avec aussi son acceptabilité par nos concitoyens. Si je prends le sud du territoire costarmoricain, d'où la communauté, beaucoup d'éoliens. Donc aussi c'est de se dire au bout d'un certain moment où est l'acceptation de cet éolien. Est-ce que c'est pas une surprésence de ces éoliennes? Donc il faut trouver les justes milieux. C'est le photovoltaïque. En injection dans le réseau ou en autoconsommation pour les entreprises. De notre côté, on a commencé à moderniser, nous déjà depuis quasiment 6-7 ans, l'éclairage public dans nos parcs d'activités où on est sur des mâts autonomes. On a une chaufferie bois sur l'Oudéac qui réinjecte sur à peu près 27 bâtiments une consommation et je dirais de la production en électricité, ce qui fait que notre piscine à l'Oudéac ne fermera pas. Voilà, ça c'est important pour les Loudéaciennes et Loudéaciennes. Et les habitants des alentours, on y travaille. Voilà, c'est un ensemble de travaux. On parle du gaz. On a également une méthanisation en partenariat public-privé sur l'Oudéac qui réinjecte l'équivalent de la consommation de 10 000 habitants. Chaque année. Donc on a amorcé, en tout cas d'ores et déjà, ces éléments sur les questions environnementales, sans oublier également l'assainissement, puisque c'est une compétence nouvelle. Et si je prends l'Oudéac Communauté, c'est 25 millions d'euros d'investis sur 5 ans pour moderniser à la fois les réseaux et les équipements pour jouer sur la qualité de l'eau. Voilà, ça c'était aussi pour que nos auditeurs, nos auditrices voient que ce centre Bretagne bouge beaucoup, innove beaucoup. Voilà, il y aura encore eu beaucoup de choses à dire, Xavier Hamon, mais là, je vois mon réalisateur qui me fait signe. On va devoir rendre l'antenne. Merci d'être venu jusqu'à nous ce matin. On parlera du patrimoine quand vous reviendrez, parce que j'avais aussi quelques questions. Il y a très beau patrimoine en Centre-Bretagne. Voilà, j'invite les auditeurs à y faire un tour. Je vous remercie d'être venu jusqu'au micro de la matinale de Bretagne 5. Xavier Hamon, président de l'Oudéac Communauté Bretagne Centre. Ça, c'est pour le titre en entier. Vous êtes aussi maire de Le Quillou. Alors, je dis petite commune parce qu'il y a combien d'habitants? Alors, nous sommes 600 habitants, commune au riche patrimoine, puisqu'on est également commune du patrimoine rural de Bretagne, avec un patrimoine issu des toiles de Bretagne. Voilà, il faut vraiment aller y faire un tour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Merci à vous, bonne journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.